National Influenza Center les réactifs nécessaires pour monter la technique de PCR pour détecter le SARS-CoV-2. En plus de la capacité à faire rapidement le diagnostic, le système de laboratoire du pays doit pouvoir réguler le système. Premièrement, il faut définir les normes du diagnostic et du dépistage. En réalité, les procédures de réalisation des tests doivent être disponibles et doivent être partagées avec les centres qui ont la technologie nécessaire pour entrer dans l'épreuve de diagnostic. C'est ainsi que, dès février, le laboratoire national a pu établir la technique de PCR pour le SARS-CoV-2 et à la demande d'autres centres, en particulier GSQ, nous avons formé d'autres techniciens pour leur permettre également de participer à ce processus. Par la suite, d'autres centres ont bénéficié de transferts de technologie, en particulier le laboratoire de HUM qui est situé à Mirbalais. La deuxième chose qui est importante, c'est l'accès aux réactifs. Il est évident que, étant donné qu'il s'agit d'une maladie nouvelle, les réactifs ne sont pas disponibles en grande quantité. Cette situation a été rendue encore plus difficile par le fait que certains pays comme les États-Unis d'Amérique ont pris des lois pour limiter le transfert de réactifs vers les autres pays, puisqu'ils voulaient garder une grande partie de ces réactifs pour leur population. Donc, il a fallu passer par des agences internationales, notamment par l'OMS et par d'autres agences de santé qui, en support au ministère de la Santé, ont permis d'avoir accès à ces réactifs. Mais ceci n'a pas été facile du tout. Ensuite, il fallait considérer la décentralisation. Installer des systèmes puisqu'on sait que maintenant le département de l'Ouest est peuplé d'environ 4 millions de personnes, mais il fallait pouvoir permettre aux autres départements également de pouvoir offrir les tests. Donc, ceci a été fait en installant des centres de prélèvement dans les différents départements et en planifiant dans un second temps l'implémentation de plateformes de tests au niveau de ces départements. Ensuite, il fallait prévoir la formation et l'interprétation des tests. Bien entendu, c'est une nouvelle maladie, donc que ce soit le mode de prélèvement lui-même qui est essentiel à un bon diagnostic et que ce soit l'interprétation des tests par les cliniciens, ceci devait être également pris en compte et mis en route, ce qui a été fait. La couverture géographique, bien entendu, était une absolue nécessité et on devait pouvoir établir des centres de diagnostic dans tous les départements sanitaires, tout en pensant aussi à l'équité dans la fourniture de services, puisque la majorité de la population ne pouvait pas payer pour faire des tests. Et donc, heureusement, grâce à l'aide des agences internationales, notamment de l'OMS, des CDC et de la Banque mondiale, une fourniture de tests a permis d'offrir des modes de détection gratuites à l'ensemble de la population. Les échantillons et les résultats. Environ 76 sites de prélèvement ont à prélever des échantillons pour les malades suspects, remplir des formes de notification et ensuite envoyer les spécimens
aux laboratoires centraux à travers donc la confirmation se faisait au niveau des laboratoires centraux par PCR, mais très tôt, on a pu constater que des plateformes point of care, c'est-à-dire des petits instruments mobiles, étaient placés dans certains centres et permettaient à ces centres de faire des diagnostics sur place. Par la suite, nous avons vu l'apparition des tests rapides et ces tests rapides ont été disséminés dans plusieurs hôpitaux et centres de soins. Les diagnostics par tests rapides doivent être confirmés dans certains cas par des méthodes de référence. Donc, le système de prélèvement et de transport d'échantillons reste quand même opérationnel malgré la présence de ces tests rapides dans plusieurs centres de diagnostic et de prise en charge. Pour pouvoir envoyer les spécimens au niveau central, il faut s'assurer de l'emballage, des conditions d'emballage et d'expédition, d'une part, d'autant plus que dans certains cas, il faut aussi envoyer des échantillons du laboratoire central vers des laboratoires de référence, en particulier de l'OMS, pour pouvoir faire du séquençage ou des caractérisations de pathogènes. La phase post-analytique, elle est aussi importante que la phase analytique, en réalité, quand toutes ces données doivent être analysées au niveau central avec la direction d'épidémiologie et ensuite transmises aux patients et aux décideurs sanitaires. L'idéal serait de pouvoir tester toutes les personnes suspectes. Évidemment, les conditions ne le permettent pas et non plus les moyens financiers et même techniques sont souvent dépassés et ne permettent pas de le faire. Cependant, les données de laboratoire permettent un suivi de l'évolution de l'épidémie et ceci est fondamental pour l'autorité sanitaire pour pouvoir prendre des décisions. Sur cette diapositive, variation des taux de positivité par département sanitaire. Nous voyons que la courbe de l'épidémie dans le département, par exemple, du Nord-Est, est complètement différente de celle du département du Nord-Ouest. Nous voyons aussi que la courbe de l'épidémie dans le département de l'Ouest, pour la période de semaine épidémiologique de 2020 à 2021, montre qu'il y a eu en fait 2 pics importants à la fin de 2020 et également à la fin autour de la 2e à 5e semaine de 2021. On retrouve également une petite flambée similaire dans le sud. Et donc, c'est pour vous montrer que l'évolution de l'épidémie est parfois très différente d'un département sanitaire à l'autre. Quelle est maintenant la garantie dans l'usage des tests? La garantie dans l'usage des tests est basée sur la régulation de l'utilisation de ces tests. La plupart des instances régulatrices, en particulier la Food and Drug Administration aux États-Unis, l'OMS et l'Union européenne, pour ne citer que celle-là, ont émis des autorisations d'urgence d'utilisation pour des tests. C'est un mécanisme accéléré d'autorisation pour des tests, alors que normalement, ces tests, quand ils sont mis sur le marché, doivent passer par un processus assez long. Dans le cas de cette pandémie, ces autorisations d'urgence ont été publiées pour de très nombreux tests.
Il est très important de pouvoir consulter la liste des autorisations d'urgence, car on a constaté un afflux considérable de tests, avec certains de ces tests n'ayant pas obtenu l'autorisation d'urgence d'utilisation. Certains tests qui venaient sur le marché étaient même des tests frauduleux. Donc, c'est très important de pouvoir utiliser des tests qui ont reçu cette autorisation d'utilisation d'urgence. La deuxième chose très importante que nous avons constatée, c'est la nécessité d'établir la sensibilité et la spécificité de ces tests. La valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. En réalité, la valeur prédictive positive et négative va varier selon la prévalence de la maladie dans chaque pays. Donc, le fait d'avoir un test très sensible ou très spécifique dans un pays ne veut pas dire automatiquement que ce test aura la même performance dans un autre pays. C'est pourquoi des précautions ont été prises pour la validation des tests et le contrôle de qualité. La plupart des tests qui devaient rentrer pour être utilisés dans le pays ont d'abord subi une épreuve de validation, d'abord pour les marques de tests PCR et plus récemment pour les marques de tests antigéniques. La quatrième chose importante pour la stratégie de dépistage, c'est la détermination par la direction d'épidémiologie des normes de surveillance, en particulier la description des cas, la définition des cas contacts et cas suspects. Ceci est très important pour l'utilisation de ces tests. Une fois que les tests sont validés et que le système est relativement sécurisé, maintenant, on peut faire une utilisation sélectionnée des tests. Par exemple, pour les tests PCR et les tests d'amplification nucléaire, on sait que comme screening test pendant la période asymptomatique, ces tests ont une valeur insuffisante car la valeur négative prédictive est basse ou inconnue. Par contre, dans le diagnostic des maladies symptomatiques, ces tests sont le gold standard actuellement. Si on veut considérer un testing à la phase de convalescence, ou si on veut savoir si le malade continue à excréter du virus pendant sa phase de convalescence, ces tests n'ont pas une valeur suffisante au point de vue de leur valeur prédictive. Et si on veut utiliser ces tests pour la surveillance épidémiologique, pour la surveillance passive, ces tests n'ont pas non plus une valeur prédictive assez forte pour trouver des cas. Le deuxième type de tests, ce sont les tests de point of care et les tests d'amplification nucléaire. Ces tests sont comparables, pas vrai, au PCR. Légèrement moins sensibles, mais assez comparables au PCR. En ce qui a trait aux tests de détection antigénique, les tests point of care, ces tests ne sont pas non plus utilisables pour un screening pendant la phase d'incubation et sur les patients asymptomatiques, car leur valeur prédictive négative n'est pas de grande valeur. Pour les diagnostics de maladies symptomatiques, ces tests ont une certaine valeur, mais on admet actuellement qu'ils sont positifs pas plus de 4 à 6 jours pendant la période symptomatique.
Il n'est pas nécessaire non plus d'utiliser ces tests pour savoir si le malade continue à excréter du virus, parce que pour cela, ces tests n'ont pas une valeur prédictive suffisante. Pour la surveillance épidémiologique, c'est la même chose et ces tests ont une sensibilité plus basse que les tests d'amplification nucléaire. Pour les tests sérologiques qui détectent IgG, IgM, des tests en laboratoire avec des techniques ELISA par exemple, ou bien des tests rapides, eh bien, on sait que comme pendant la période d'incubation ou bien la période asymptomatique, ces tests vont donner le plus souvent des résultats négatifs. Si on utilise ces tests au début de la maladie, eh bien, ces tests vont donner souvent des faux négatifs. Pourquoi? Parce que la sécrétion d'anticorps n'est pas assez élevée à ce moment. Si on veut savoir ce qui se passe à la période de convalescence, est-ce que le malade est en train d'excréter toujours du virus? Ces tests ne servent pas non plus à grand-chose. Mais par contre, ces tests peuvent être utilisés dans les enquêtes épidémiologiques pour savoir quel est l'état immunitaire de la population. Donc, nous devons toujours utiliser les tests à bon escient. Il est important de se rappeler toujours de la cinétique des marqueurs biologiques. 2 à 14 jours avant les symptômes, pratiquement tous les tests sont négatifs. Peut-être 2 à 3 jours avant l'apparition des symptômes, le PCR devient positif parce que le génome viral est présent et que l'ARN subit une réplication importante. Ceci correspond d'ailleurs avec l'apparition des symptômes. Quelques jours après, mais pas presque concomitamment, l'antigène viral apparaît sous la forme de particules virales, mais cet antigène viral va disparaître rapidement car au bout de 5 jours, 6 jours, il n'est plus présent dans les sécrétions respiratoires. Il faut attendre 7 jours à 14 jours pour voir apparaître tout d'abord les IgM et ensuite les IgG. Les IgG vont persister pendant plus ou moins longtemps. La question est de savoir si un IgG positif veut dire que la personne a une immunité efficace. L'autre question pendante, c'est est-ce que la diminution progressive des IgG correspond réellement à une baisse de l'immunité? Autrement dit, une personne vaccinée dont les IgG ont tendance à baisser, est-ce que ça veut dire que le vaccin a perdu de son efficacité? Ceci est tout à fait peu probable, car l'immunité n'est pas seulement basée sur la sécrétion d'anticorps, elle est basée également sur une immunité mémoire. Donc, l'utilisation des tests sérologiques ne doit pas être utilisée pour le diagnostic de la COVID-19 aiguë. Il est utile seulement dans certaines situations cliniques pour faciliter le diagnostic de COVID-19 chez des patients qui présentent des symptômes de type COVID-19 tard dans l'évolution clinique de la maladie, alors qu'ils sont négatifs pour SARS-CoV-2 par un test moléculaire et pour qui un échantillon des voies respiratoires inférieures ne peut pas être collecté. Les tests sérologiques font progresser notre compréhension de l'épidémiologie par le taux de séroprévalence du SARS-CoV-2 au niveau local, étatique et national. Il a également un rôle dans le dépistage des anticorps anti-SARS-CoV-2 dans le plasma potentiel de sérum convalescent. Mais ici en Haïti, je ne connais pas d'expérience d'utilisation de sérum convalescent au niveau thérapeutique. En ce qui a trait aux tests antigéniques, il y a un algorithme qui a été publié par le ministère de la Santé pour leur utilisation. Il est recommandé pour les cas symptomatiques surtout. On peut l'utiliser
éventuellement pour l'investigation de clusters, surtout de clusters de personnes qui vivent dans un milieu fermé, par exemple un bureau, une entreprise ou bien des centres d'hébergement pour personnes âgées. Donc, d'après cet algorithme, on voit comment utiliser les tests rapides. Pour la PCR, il faut savoir que même la PCR a des limitations. La RT-PCR, reverse transcriptase PCR, est utilisée pour détecter l'ARN viral dans des échantillons obtenus via des écouvillonnages nasopharyngés ou oropharyngés. L'ARN est extrait, transcrit en sens inverse, amplifié et le brin d'ADN complémentaire est marqué avec un colorant fluorescent pour la détection. La courbe d'amplification est analysée pour obtenir une valeur de seuil de cycle avec des seuils de cycle inférieurs indiquant un acide nucléique cible abondant dans l'échantillon. C'est-à-dire que si votre patient a un seuil de cycle à 18 ou 20, ça veut dire qu'il a beaucoup de virus dans les voies respiratoires supérieures ou moyennes, tandis que s'il a un seuil de cycle aux environs de 38-40, ça veut dire qu'il est à la limite de détection et qu'il a très peu de virus dans les voies respiratoires. Le problème avec le PCR, c'est qu'il détecte seulement quelques domaines cibles d'ARN viral par réaction. On a bien entendu amélioré le PCR en permettant d'avoir des détections de plusieurs séquences à la fois. Mais tous les PCR, toutes les marques de PCR n'ont pas cette capacité. Celle que nous utilisons au niveau national permet d'identifier au moins 3 gènes à la fois. Ceci donc est une méthode qui est très sensible. L'autre possibilité avec la PCR, c'est qu'il a une capacité limitée à détecter avec précision des séquences cibles présentes dans un faible nombre de copies, ce qui peut survenir chez des personnes asymptomatiques ou légèrement symptomatiques, car les mesures peuvent être obscurcies par un signal sur bruit relativement faible pour la reverse transcriptase PCR, proche de la limite inférieure de détection. Donc, il y a des PCR, on pourrait dire, qui sont limites. Et donc, ces patients peuvent poser un problème. Est-ce qu'ils sont vraiment positifs ou pas? Et est-ce qu'ils ne sont pas à la fin de la période de virémie? Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la mise en place de méthodes. Nous avons eu donc pour les tests sérologiques, les tests de lateral flow, qui sont des petits dispositifs faciles à utiliser, les tests ELISA et les tests CELIA. Nous avons également, pour les tests antigéniques, les tests lateral flow, qui sont des tests unitaires assez faciles à utiliser. Et pour les tests moléculaires, nous avons eu bien sûr la RT-PCR, les microarrays, qui sont des systèmes multiplex qui permettent de détecter plusieurs cibles à la fois. Nous avons les tests d'amplification qui sont presque égaux au PCR. Il faut citer ici le système LAMP, Loop Mediated Isoimmune Amplification. C'est un nouveau système qui n'utilise pas un appareillage aussi lourd que la PCR. Et le système Sherlock, qui utilise la technologie CRISPR. Et enfin, nous avons les techniques d'analyse génomique, whole genome sequencing, c'est-à-dire le séquençage du génome total, ce qui nous permet de rentrer dans la phylodynamique. Grâce au séquençage du génome total, on peut déterminer avec précision la caractéristique du virus, d'où il sort, à quel clade il appartient, et on peut comparer
non seulement l'évolution de ces souches de virus, mais aussi leur trajectoire. C'est ainsi que sur cette diapositive, vous voyez en bleu certaines souches qui sont originaires de la région chinoise et qui ont voyagé vers l'Europe, d'autres souches qui ont voyagé de l'Europe vers les États-Unis et d'autres souches qui ont voyagé de l'Europe vers l'Océanie ou bien vers les États-Unis. Tous les virus vont muter avec le temps et certaines mutations peuvent affecter les propriétés du virus et influer, par exemple, sur la facilité avec laquelle il se propage, la gravité de la maladie ou bien l'efficacité des vaccins et même des médicaments ou des outils de diagnostic. C'est-à-dire, une certaine mutation peut provoquer la non-détection du virus par les tests de diagnostic. Ou bien il y a un échappement vaccinal, ou bien les médicaments ne donnent plus de résultats. La phylodynamique permet de comprendre l'origine du virus, de dater son apparition et de suivre sa progression dans le temps. Il y a une initiative mondiale qui s'appelle le G7, qui promeut le partage rapide des données de tous les virus de la grippe et du coronavirus à l'origine du COVID-19. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que National Influenza Center, donc nous sommes également Centre national de surveillance pour le coronavirus, et chaque fois que nous avons des virus, nous les envoyons à un laboratoire de référence qui maintenant va poster les séquences sur G7. Et si vous montez sur le site de G7, vous allez voir les séquences qui viennent d'Haïti. Donc, les variants sont très importants actuellement. Ce sont donc des souches de virus qui ont des mutations et dans certains cas, ces mutations vont modifier la caractéristique virale. Et donc, ceci va impliquer la mise en place d'une surveillance génomique, ce qui a été fait depuis janvier 2021 via la LNSP et la DLR avec l'appui de l'OPS-OMS. Cette surveillance a permis d'identifier plusieurs variants préoccupants, comme les variants alpha d'abord, qui est apparu au décours de l'année 2020, le variant gamma et P1 qui venait du Brésil et qui a rapidement remplacé la souche originelle Wuhan, et récemment, depuis juin environ, le variant Delta et le variant Mu. Nous allons suivre l'évolution de ces variants pour voir s'ils vont remplacer le variant gamma. Comme nous le savons, le variant Delta lui-même est particulièrement préoccupant, puisqu'on sait que les infections variant Delta vont s'accompagner de concentrations de virus beaucoup plus importantes au niveau des voies respiratoires supérieures. Donc, la transmission sera plus importante, en principe. Mais l'évolution de ces variants dans une population n'est pas toujours prévisible et on doit avoir ces données pour pouvoir comparer. Je vous remercie de votre attention et nous pourrons échanger davantage avec les questions. Darlene? Problème, Darlene? Le problème, Darlene? Ouais, je vois que ton micro est fermé encore. Moi, je n'arrive pas à ouvrir ton micro parce que j'ai un message qui arrive
quand je vais sur le micro, il y a un autre message qui m'empêche de l'ouvrir. Et je ne sais pas comment mettre quelqu'un co-host. Oui, je suis là. OK. OK, je vais lui demander. Oh là là. Pénis. OK, ça va. Ça va maintenant, d'accord. Allô? Oui. Oui, ça va. Maintenant, nous sommes aux questions. Nous avons 2 questions. 3 questions. Et tu as vu le commentaire du docteur Jacqueline Gauthier. Oui, mais avant, il y a Moïse Alexis. D'accord. Lorsqu'on connaît la difficulté actuelle pour le transfert des patients de la partie sud du pays vers les spécialistes ou centres spécialisés à Port-au-Prince, si on est dans une structure de niveau 1 ou 2 qui ne peut pas pratiquer l'intubation pour les cas sévères, que proposeriez-vous? Je pense que c'est au docteur Pierre. Bon. Vous avez entendu, docteur Pierre? Docteur Pierre? Nous poursuivons. Quand docteur Pierre sera prêt, on pourra reprendre la question pour elle. Et pour Jacqueline Gauthier, les niveaux d'anticorps, c'est ça, sur le marché ne distingue pas les anticorps neutralisants des autres. Les neutralisants sont protecteurs. Donc, ne pas se baser sur le niveau des anticorps pour évaluer la protection post-COVID, pour recommandation de vaccin ou non. C'est un commentaire. Puis, pour Docteur Pierre, son micro est ouvert maintenant. Oui, est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? Lorsqu'on connaît la difficulté actuelle pour le transfert des patients de la partie sud du pays vers les spécialistes ou centres spécialisés à Port-au-Prince, si on est dans une structure de niveau 1 ou 2 qui ne peut pratiquer l'intubation pour les cas sévères, que proposeriez-vous? Bon, dommage, c'est notre situation, mais ce qu'on fait pour ces patients qui sont dans le sud, que ce soit Saint-Boniface, les Cailles, donc il y a Haïti Air Ambulance qui aide à ce sujet. Donc, ils nous envoient les patients par hélicoptère. OK. Merci. Docteur Poitvin, de la part du docteur Gauthier, faut-il parler de non-efficacité de l'antibiothérapie si la fièvre persiste pour aboutir à l'ajout de l'antibiotique ou un changement dans le cas de COVID? Oui. Faut-il parler de non-efficacité de l'antibiothérapie si la fièvre persiste pour aboutir à l'ajout de l'antibiotique ou un changement dans le cas de COVID? Oui, moi je le prends comme justement que l'antibiotique ne marche pas. Donc à ce moment-là, je change. Merci. Docteur Ernst Noël, la stratégie d'utilisation des tests rapides antagoniques ne pourrait-il pas en périphérie permettre de disposer de diagnostic à temps pour une prise en charge précoce? Docteur Bossi. Chez les sujets symptomatiques. Pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? La stratégie d'utilisation des tests rapides antagoniques ne pourrait-il pas en périphérie permettre de disposer d'un diagnostic à temps pour une prise en charge précoce chez les sujets symptomatiques? C'est-à-dire que les recommandations sont d'utiliser les tests rapides antigéniques pour les
cas suspects. Comme je vous l'ai dit, les tests rapides pour les asymptomatiques ont une très faible valeur prédictive positive. Donc, ce n'est pas recommandé de les utiliser pour les asymptomatiques, mais on peut les utiliser pour les symptomatiques. Oui, il a parlé en périphérie. Est-ce que c'est disponible? Oui, en périphérie. Oui. Il y a beaucoup de centres périphériques qui ont reçu des tests rapides. On a distribué des tests rapides dans au moins 25 centres à travers le pays. Maintenant, les centres qui veulent, je dois dire que ces centres qui ont reçu des tests rapides, gratuitement d'ailleurs, ces centres-là ont été formés. Car pour réaliser un test, même si c'est un test rapide, il faut bien comprendre le test, il faut respecter la technique, il faut utiliser des méthodes de biosécurité, puisqu'on est quand même, l'examinateur, celui qui fait le prélèvement, est exposé. Ensuite, il faut faire le prélèvement correctement, car la performance du test dépend de la qualité du prélèvement. Donc, avant d'implémenter un test rapide, il faut que l'équipe qui va faire le test soit formée. Ça, c'est très important. Et donc, la formation est disponible au laboratoire national avec l'ADEL. Alors, ce qu'il faut faire quand un centre veut rentrer dans le système, il doit tout simplement écrire à l'ADEL et demander son incorporation dans le système. C'est un système national. Le but, c'est de déterminer le maximum de cas, de détecter le maximum de cas et de prendre des mesures de traçage et les mesures d'isolement pour empêcher la transmission, bien entendu. Docteur Côté, vous pourriez être plus explicite dans vos commentaires, sur votre commentaire sur le niveau d'anticorps. Brunel, ouvre le micro, docteur Gauthier, s'il te plaît. Docteur Gauthier. Docteur Gauthier. Le niveau d'anticorps sur le marché ne distingue pas les anticorps neutralisants des autres. Les neutralisants sont protecteurs. L'intervention du docteur Gauthier est correcte. En réalité, les tests rapides vont détecter soit des anticorps anti-capsid ou anti-spike. Mais ce sont des anticorps IgG ou IgM qui ne sont pas neutralisants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un effet protecteur vraiment. Et il n'y a pas de... Les tests qui détectent les anticorps neutralisants sont des techniques très élaborées qui sont en réalité faites pour la recherche. Oui, des laboratoires de référence et de recherche. Donc, on ne les utilise pas dans les laboratoires courts. Oui, mais elle a parlé pour recommandation de vaccins ou non. Merci, docteur. Merci, docteur. Bon, si je voudrais mettre en garde les gens qui, pour décourager certaines personnes qui ont eu le COVID à prendre le vaccin en faisant une évaluation de taux d'anticorps. Donc, ce n'est pas recommandé. On ne sait pas vraiment si la personne a des anticorps neutralisants qui sont les protecteurs. Ils ont besoin du vaccin à peu près, on attend 10 à 12 semaines. Donc, il faut décourager l'habitude de faire un taux d'anticorps sur le marché pour décourager les gens à prendre le vaccin. S'ils avaient eu le COVID. Oui, parce que le COVID, effectivement, protège. On ne sait pas jusqu'à quand. Les études sont en train de chercher jusqu'à quand, mais le fait d'avoir un taux d'anticorps élevé ne veut pas dire protection. Pour la raison que le docteur Ebonsi vient d'expliquer là. Okay. En réalité, faire un test anticorps n'a pas beaucoup d'intérêt et pour moi, c'est un gaspillage d'argent. Sauf dans certains cas très, très précis.
Sauf dans certains cas où on n'a pas eu la latitude d'avoir le premier test antigénique ou bien PCR positif, que la personne vient avec une complication et qu'on veut, qu'on veut avoir, on veut documenter que la personne a eu effectivement le COVID. Oui, ça, c'est une situation particulière. Une situation particulière. Pour les enfants particulièrement, qui font des syndromes post-COVID parfois sévères, c'est l'anticorps qui va permettre de savoir qu'effectivement, cet enfant-là a fait un Kawasaki ou bien un autre syndrome dû à l'orage cytokinien. Donc, l'anticorps est de mise à ce moment-là. Donc, le message vraiment pour répéter, le vaccin, il faut le prendre même si on a eu le COVID. Les tests ne vont pas nous empêcher de le prendre. Et sur ce, il y a une question sur ça. Je suis Montauban, ils sont le responsable du laboratoire de l'hôpital Saint-Boniface. J'aimerais savoir combien de doses vaccin d'anti-COVID-19 qu'une personne qui est testée positive peut prendre. On a remarqué qu'il y a une forte augmentation des anticorps après une seule dose après le COVID. Néanmoins, on n'a pas encore recommandé officiellement qu'on s'arrête à une seule dose. OK. Donc, la personne devait prendre deux doses quand même. Quand même. Cependant, on a remarqué qu'il y a une forte réaction immunitaire si la personne avait déjà eu le COVID. Néanmoins, on n'est pas encore arrivé à cette recommandation. Donc, il vaut mieux pêcher dans le sens de l'avantage pour la personne et recommander les 2 doses. Les 2 doses. Merci. Le docteur Poitvin a levé la main. Oui, docteur Poitvin. Entre-temps, il y a Charles Jolf qui a posé une question. Chez le patient COVID-19 critique, la détresse respiratoire est-elle due à l'atteinte parenchymateuse ou à la coagulation intravasculaire? Docteur Pierre ou une autre personne? Je pense que ça peut être dû aux deux facteurs. Et il faut bien faire le diagnostic pour savoir s'il y a une coagulation intravasculaire ou pas, mais l'atteinte parenchymateuse elle-même peut suffire pour donner une détresse respiratoire. Oui, la CIVD n'est pas toujours présente. N'est pas obligatoire pour l'avoir. Donc, il faut bien faire le diagnostic, mais il faut toujours penser à la coagulation intervasculaire possible. Pourquoi, dans ces cas-là, si le diagnostic n'est pas précis, on fait quand même on prescrit quand même les anticoagulants. C'est important de voir que dans les troubles de coagulation qui sont associés au COVID, on ne peut pas parler de coagulation intervasculaire disséminée. C'est plutôt une coagulation généralisée qui se passe dans les comme des microtrombies un petit peu partout. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le COVID qu'on voit ça, on voit ça parfois dans la grippe aussi. Mais dans la coagulation intravasculaire disséminée classique, ce syndrome est caractérisé le plus souvent par une hémorragie aussi. Et dans le COVID, le patient ne va pas saigner, à ma connaissance. Bon, on n'a pas eu docteur Poitvin. Docteur Poitvin n'est pas remonté. Elle devait écrire, elle allait écrire quelque chose pour nous. Yeah. Geneviève, ta connexion est un peu plus sûre. Maintenant, tu peux parler? Je vais essayer. Ah, OK. Docteur Bonsi, je ne demande pas de test de COVID. Alain, qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, docteur Poitvin a écrit. Ah, OK.
est-ce que c'est légitime de traiter avec la clinique uniquement? C'est au docteur Bonsi que... Je pense que docteur Poit vient à bien expliquer la situation clinique. Et en fait, cette situation fait appel au jugement du médecin, puisque vous pouvez avoir un patient qui a un test négatif, mais c'est le COVID, n'est-ce pas? Puisque comme vous voyez dans la courbe, à un certain moment, le PCR devient négatif. Mais il se peut qu'au moment où le PCR devient négatif, le patient rentre dans une phase inflammatoire. Et donc, vous devez avoir un jugement clinique. Et elle a parlé de la radiographie, qui est quelque chose de très important aussi, parce qu'au moment où on ne s'y attend pas, le patient va faire une radio et on trouve une image typique de COVID, alors qu'éventuellement, un test, même PCR, pourrait être négatif. Donc, je suis d'accord avec son approche. Un patient qui a un syndrome infectieux dans le contexte actuel, qui est un contexte de pandémie, si elle a l'impression que c'est un COVID, eh bien, elle doit faire le nécessaire. J'ajouterais que, en fait, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est pour le COVID lui-même. Donc, dès que vous avez des complications, il faut identifier quel type de complications vous avez et les traiter. Donc, tout en tenant compte que c'est possible que ce soit le COVID. Bien, mais vous l'avez dit aussi, docteur Bossi, l'année dernière, dans votre présentation, il faut considérer la clinique, consulter, faire une bonne consultation du patient et considérer la clinique. Absolument, tout à fait. La clinique, c'est très important, le flair clinique et le contexte, puisque éventuellement, si vous laissez votre patient entrer dans la phase inflammatoire, vous aurez beaucoup de mal à l'en sortir. Bien sûr. Et Dr Gauthier est intervenu aussi pour parler de l'œdème, pour la détresse respiratoire, l'œdème alvéolaire, les hypersécrétions pour aboutir au manque de passage d'oxygène au niveau des pneumocytes. Une question de Georges Charles. Un patient avec détresse respiratoire due à la coagulation intravasculaire peut-il récupérer de sa pathologie? Oui. Qui est-ce qui répond? À qui tu poses la question? Bon, un patient avec détresse respiratoire. Docteur Pierre, dû à la coagulation intravasculaire, peut-il récupérer de sa pathologie? Docteur Poitvien peut-être aussi. Ah, docteur Joseph a demandé la parole. Oui, ça va? Oui. Donc, je dis que dans le cadre de la COVID-19, eh bien, on a fini par se rendre compte de certaines choses et que, premièrement, il y a, même s'il y a parfois des tête parenchymateuses, mais il y a aussi une réaction inflammatoire due à la tempête cytokinique, mais il y a aussi la coagulation intravasculaire. C'est la raison pour laquelle, dans les régimes thérapeutiques proposés, notamment en traitement précoce, on utilise les trois, mais ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses, sauf si on fait des examens plus sophistiqués, comme l'a indiqué tout à l'heure, et c'était le docteur Gauthier ou autre. Donc, tenant compte de la réalité aussi, et la réalité locale, eh bien, dans le cadre de traitement qui se fait précocement, il faut penser à ces trois aspects, d'où ces trois catégories de molécules que j'ai indiquées tout à l'heure et qui, lors de ma présentation, et qui généralement sont utilisées par ceux qui font le traitement précoce. Brunel, ouvre le micro du docteur Pierre. Elle me dit que son micro est fermé. On l'avait déjà ouvert pour elle. Elle n'était pas prête, on dirait. Non, mais tu laisses ouvert. Non, mais c'était laissé ouvert, mais je ne sais pas pourquoi ça se ferme seul. OK, ça va maintenant. Merci. En fait, la question, est-ce qu'un patient avec détresse respiratoire a-t-il
la chance de récupérer? Oui, dû à la coagulation intravasculaire, peut-il récupérer de sa pathologie? Un moment, docteur Gauthier. Il y avait une question, du docteur Derivoire, Méridier, y a-t-il des risques à traiter n'importe quel syndrome grippal comme un COVID-19? Le docteur Poitier n'est pas là. Qui va répondre à cette question? Écoutez, la COVID-19 commence toujours par un syndrome et particulièrement les premiers signes sont, dans la plupart des cas, sont des signes de grippe. C'est la fièvre. Bon. Oui, ce sont des signes de... Oui, la fièvre est un des premiers signes de la grippe. Donc, ça commence par un syndrome grippal dans la plupart des cas, un syndrome partiel ou total de grippe. Donc, il y a toujours lieu, particulièrement dans le contexte de pandémie, de considérer d'abord la maladie la plus grave qui peut avoir qui peut être plus lourde, qui peut donner des complications lourdes aux patients, avant de penser au diagnostic les plus simples. Donc, dans ces cas-là, il faut considérer que tout patient qui fait une grippe est peut-être un COVID jusqu'à preuve du contraire. Bien. Et il faut faire le nécessaire. Je voudrais abonder dans le... Enfin, je soupçonne que le docteur Derivoire nous recommande de ne pas abuser du diagnostic de COVID. Et je voudrais abonder dans son sens parce qu'il y a beaucoup d'habitudes d'abus d'antibiothérapie qui peut faire partie de l'arsenal de traitement du COVID. Mais comme a dit le docteur Pierre, quand même, c'est une maladie virale. Et lorsqu'on a pu faire vraiment des tests poussés à base de PCR, parce que c'est difficile de cultiver les bactéries qui s'ajoutent, comme nous appelons chez nous, surinfection, des endroits comme en Angleterre, par exemple, où on a pu faire sur une série de patients des tests sur les sécrétions avec PCR pour chercher les bactéries, on a trouvé que 5% de malades avec COVID qui faisaient une surinfection bactérienne. 5%. Donc, d'utiliser de l'antibiothérapie pour tous, s'il y a un risque. Et les risques en Haïti, c'est des problèmes de création d'infections nosocomiales, des problèmes d'entérocolite nécrosante, qui sont des maladies difficiles à gérer. Et aussi le développement de maladies fongiques qui sont difficiles à diagnostiquer. Donc, je voudrais vraiment mettre un mot de précaution parce qu'il y a quand même des antibiothérapies, des triples antibiothériapies chez des patients qui sont chez eux avec un kilolol, amoxicilline et clavulanate et un macrolide. C'est quand même beaucoup pour une maladie qui a prédominance, qui est virale et dans lesquelles les endroits où on a pu faire vraiment, on a pu mettre la main sur les bactéries, on a pu trouver que 5%. Et il y a eu des séries aussi en Inde où on a remarqué le développement de fongiques, mucormycose, je me souviens plus du nom du champignon. Donc, il nous faut faire attention parce que nous n'avons pas vraiment la possibilité de mettre la main sur les champignons en Haïti. Et encore moins de les traiter. Je vais aller rapidement. La première chose, je commence par rapport à ce que Jacqueline vient de dire, le docteur Gauthier. La première chose, il y a quelque chose en médecine qui te dit qu'il faut user sans mésuser. Je suis d'accord. De 3 antibiotiques est de trop. OK, de toute façon, je ne sais pas pourquoi on utilise tout ça. Moi, l'impression que j'ai dit au niveau de ma présentation, la présentation pour moi du COVID, c'est une grippe infectée. C'est le point de... Il y a 2 choses que je veux insister sur ça. Le COVID lui-même, on peut dire ça passe, c'est une grippe, d'accord, mais il y a la cible sur une autre bactérie souvent. Et c'est ce qui fait que les gens ont une fièvre qui dure, qui ne répond pas, parce que la maladie virale en elle-même, bénie, elle passe en 4-5 jours maximum.
Mais depuis que l'état général de la personne est altéré, depuis que la personne ne se sent pas bien, les gens font des malaises. On peut être sûr qu'il y a un autre microbe qui est derrière. L'autre chose aussi, pour l'antibiothérapie sous forme préventive, quand les chirurgiens vont en chirurgie, il faut une antibiothérapie préventive. Donc, à mon avis, et c'est pour remonter vers la question de Nice, à mon avis, le souci pour nos cliniciens, c'est d'empêcher justement qu'il y ait une activation de microbes qui devient virulent. Donc, on donne une antibiothérapie préventive. OK. Moi, j'ajouterais aussi qu'il faut considérer dans quel milieu nous vivons. Et qui être chez certaines personnes, souvent, oui, la grippe infectée, c'est une grippe qui est de 48 heures. J'ai vu des malades aujourd'hui au cabinet pour Montclair, une petite grippe légère justement, et puis 2 jours après, c'était des malades dont la condition clinique avait entièrement changé très rapidement. Donc, ce sont des malades que si tu laisses évoluer, si depuis le premier jour tu l'avais vu, tu n'avais pas déjà débuté le traitement, ok? Ce sont des malades que justement qui iraient à l'hôpital, qui seraient dans des états hémodynamiques pulmonaires irrécupérables. Et moi, je trouve que c'est dommage de ne pas faire, par exemple, une antibiothérapie préventive, si vous l'appelez comme ça, et de retrouver des jeunes personnes de 40, 50 ans. Il y a même des jeunes de 30 ans décédés de COVID. Moi, je trouve que c'est un sport qui est trop lourd à faire supporter aux gens. Il y a Dr. Joseph et après Dr. Ernst Noël. Tu vas m'excuser. Je vais peut-être rajouter, excuse-moi, dans les petits moments, comme j'ai le micro qui va encore déconnecter. Je voulais signaler simplement, ce n'est pas une propagande anti-vaccination, mais j'ai déjà 2 ou 3 qui sont vaccinés avec une dose, l'autre avec 2 doses qui ont des COVID actuellement. OK? Donc, j'aurais aimé comprendre qui sont vaccinés et qui ont le COVID actuellement. Moi, je suis là, mais j'ai parlé simplement de la vaccination et j'ai fermé pour que j'ai une explication de quelqu'un. Je dirais que... Un moment, docteur Bonsi, je voulais témoigner aussi. Il y a mon frère qui a été vacciné à Boston et qui a eu un COVID grave. Il a dû passer 15 jours à l'hôpital. Oui, docteur Bonsi. Moi, je dis, les études montrent que l'efficacité vaccinale pour le Pfizer-BioNTech et le Moderna sont de 94% si la personne a reçu les 2 doses. Donc, ça fait 6% de personnes qui vont faire quand même un COVID, éventuellement un COVID grave. Déjà. Ensuite, l'échappement vaccinal est possible avec les variants. Et probablement que la diminution de la protection du vaccin avec le temps, au-delà de 6 mois, d'après les études que j'ai pu constater, que j'ai pu lire, à 6 mois d'intervalle, l'efficacité vaccinale pour le vaccin Moderna et BioNTech peut descendre jusqu'à 84%. Ce qui fait maintenant 16% de personnes, après 6 mois, qui pourraient avoir un COVID. Si ils sont infectés par un variant qui provoque un échappement vaccinal relatif. Donc, en fait, le but du vaccin, d'après ce qu'on a pu comprendre, le but du vaccin, il y avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'éliminer la transmission. Le deuxième objectif, c'est d'éliminer l'infection. Et le troisième objectif, c'est d'éliminer les formes graves. Les données actuelles ne permettent pas de dire que le vaccin a éliminé ni la transmission, ni l'infection. Je veux dire éliminer, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire une population comme la population de Qatar,
ou bien de Islande, qui est vaccinée à 95% de la population, ces populations ont encore des cas de COVID. Donc, ça veut dire que le vaccin anti-COVID ne va pas éliminer l'infection, je dis bien éliminer, hein, et ne va pas éliminer la transmission non plus. Mais par contre, la grande majorité des cas sévères sont chez des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, c'est ce qu'on peut dire actuellement, que ce troisième objectif du vaccin a été atteint dans une certaine mesure dans les populations où la vaccination est de grande ampleur. C'est tout ce qu'on peut dire, d'après moi, jusqu'à présent. Donc, nous avons trois intervenants et après, on va terminer. Comme Dr. Joseph avait demandé la parole, Dr. Noël et Dr. Gauthier. Donc, Dr. Joseph, vous ouvrez votre micro, vous pouvez le faire. Oui, donc là, je voudrais rebondir d'abord sur la vaccination en disant qu'effectivement, comme a dit le docteur aussi, la vaccination peut et apporte un niveau de protection. Mais le problème qui se pose, c'est d'en faire une panacée. À savoir que pour résoudre un problème de santé publique, il faut coupler le traitement et la prévention et la vaccination priorité. Et le docteur Bonssi également a parlé tout à l'heure de l'échappement vaccinal qui arrive quand on fait quand on vaccine. Bon, il y a ce qu'on appelle l'échappement vaccinal qui permet l'apparition du variant. Donc, encore une fois, dans le domaine, dans ce domaine-là, il ne s'agit pas d'une science exacte. Il y a des pourcentages et cela peut varier. Donc, on ne peut pas vraiment mettre tous les œufs dans un même panier. Et c'est la tendance qui s'est décidée jusqu'à présent. Maintenant, je voudrais aussi parler de la question de l'antibiothérapie dans le cadre de la COVID-19. Justement, quand nous étions à la faculté de médecine, on a bien systématisé les antibiotiques. Il y a les antibactériens, il y a les antiparasitaires, il y a les antifongiques, il y a les antiviraux. Dans le cadre de la COVID-19, c'est certain qu'on n'a pas encore trouvé d'antiviraux pour dire qu'un antiviral devrait pouvoir faire l'affaire. On n'a pas encore trouvé ce traitement. Mais par contre, lors d'autres maladies à coronavirus, on a essayé d'autres molécules qui ne font pas partie de la catégorie des antiviraux. Et donc, ces molécules-là ont donné un certain résultat. Donc, c'est pourquoi, et d'une manière générale, même quand on prend des antibiotiques, on a tendance à utiliser les médicaments, les antibiotiques ayant une forte pénétration intracellulaire en espérant que ça peut bloquer la réplication du virus. Et c'est ce qui a justifié l'utilisation de la chloroquine, qui a été aussi associée avec l'azithromycine. Et à un certain moment, bon, ça s'est tombé. Et en même temps, on verra aussi qu'il y a l'ivermectine qu'on a associé également avec les macrolides. On sait que les macrolides, d'une manière générale, ont une bonne pénétration intracellulaire. Et quand on associe tout ça avec un anti-inflammatoire, un anticoagulant, puisque ces effets-là sont produits par la COVID-19, et si on rassure le patient, tout ça peut aider au rétablissement du patient et empêcher le décès et les formes compliquées qui aboutissent à l'insuffisance respiratoire. Évidemment, l'oxygénothérapie a son rôle également. Donc, le traitement précoce, pour nous, c'est important et il ne faut pas seulement, encore une fois, ne parler que du vaccin. Le vaccin, oui, pour les personnes pour les personnes à risque, les personnes avec une comorbidité. Mais en fait, maintenant, on se rend compte que le vaccin devient une panacée. Même les enfants, on veut les vacciner.
Donc, tout ça pour question, tout ça porte à réflexion. Donc, et même la vaccination forcée, d'accord, même la vaccination forcée, je termine rapidement, et la vaccination forcée sans consentement, donc tout ça, c'est un véritable problème. Voilà. Docteur Gauthier, tout à fait d'accord avec Docteur Poitvin. Je parle de double et de triple antithérapie préventive très utilisée. Ces documents, le COVID avec vaccin, bon, comme Docteur Gauthier va parler, il pourra mieux expliquer tout ça, mais pas grave en majorité. Ce n'est pas contre le vaccin, contre la maladie. Bon. Bien, c'est pour dire d'abord, concernant l'antibiothérapie, je suis en phase avec le docteur Poitvin. Nous avons un virus qui attaque les cellules épithéliales et nous savons que le cas germe et qu'en détruisant l'épithélium respiratoire, ça laisse à la muqueuse anneuse et ça va favoriser pratiquement le passage des bactéries. Et c'est pourquoi la plupart des infections virales respiratoires sont surinfectées par la suite. Donc, une antibiothérapie est très, très importante au début et pratiquement pour réduire en quelque sorte la clinique et permettre aux patients de récupérer beaucoup plus vite. Et c'est dans ce sens-là, je pense que l'antibiothérapie est très, très importante et même une antibiothérapie précoce favorise pratiquement une rémission beaucoup plus rapide. Je comprends mal, par exemple, quand on parle d'un échappement du virus à un vaccin, que le vaccin serait encore efficace. En ce sens que quand un virus échappe à un vaccin, ça veut dire que les anticorps neutralisants ne reconnaissent plus, particulièrement l'antigène pour pouvoir le bloquer. Et que quand il y a un échappement du virus, le plus souvent, on a un nouveau variant qui va être par la suite le variant majoritaire. Et c'est ce que l'on a remarqué depuis l'épidémie. Parce qu'en définitive, à partir de ce moment-là, quand un virus et un mutant échappe à l'action d'un vaccin, le vaccin n'a aucun effet sur ce virus par la suite. Et c'est pourquoi s'il y a un échappement, donc quel que soit le nombre de doses qu'on aura donné, et c'est qu'il y a un changement au niveau de l'antigène viral qui entraîne la production de nouveaux anticorps neutralisants. Et si on n'a pas cet anticorps neutralisant-là, pratiquement, le virus qui pénètre va pouvoir se multiplier sans problème et par la suite pour être propagé chez les autres gens, d'autant plus que ces gens-là ne disposent pas de cet anticorps neutralisant. Merci, Dr. Noël. Dr. Gauthier. Bon, en attendant, nous lisons actuellement de Charles Georges. Actuellement, une troisième dose booster est fortement recommandée aux États-Unis pour certaines personnes dans les 65 ans et plus avec le Pfizer. Pas encore pour le Moderna et le Johnson & Johnson. Et en ce qui concerne l'antibiothérapie, Dr. Poitvin vous dit attention au coût du traitement. Le traitement est lourd pour les proches. D'accord, merci. Je voudrais faire 2 points. Pour la communication du docteur Joseph, il n'y a pas un antagonisme entre prise en charge précoce et vaccination. Si la maladie, nous avons tous étudié les maladies infectieuses, donc il y a une partie pour le traitement, il y a une partie pour la prévention. Il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. Donc, c'est 2 choses différentes. En deuxième lieu, pour Dr. Ernst Noël et pour Dr. Joseph, il n'y a pas PAS majuscule.
pas de relation entre échappement vasculaire et mutation. Et Dr. Bonsi sera d'accord avec moi. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a mutation? Lorsqu'un virus se multiplie, ce qu'on appelle la réplication de façon effrénée, en grand nombre, il y a des erreurs génétiques, il y a des erreurs. C'est ça les mutations. Ce n'est pas l'échappement qui fait la mutation. Si on donne un vaccin, le vaccin ne prend pas, ça ne veut pas dire que le vaccin, parce qu'il ne prend pas, il provoque une mutation. La mutation, c'est lorsqu'il y a plusieurs copies qui se font rapidement et il y a des erreurs dans les séquences d'acides aminés. Ce n'est pas la vaccination qui le provoque. Échappement vasculaire veut dire non-réussite du vaccin. Ça ne veut pas dire provocation de mutation. C'est très important pour les jeunes qui écoutent là et pour vous de revoir, il n'y a pas une relation entre échappement du vaccin et une mutation. L'un n'est pas la cause de l'autre. C'est la réplication effrénée qui se fait avec erreur dans les séquences d'acides aminés qui provoque la mutation. Et comme Dr. Bonsi l'a dit, c'est une affaire qu'on voit régulièrement dans la réplication virale. On l'a vu aussi avec la polio, lorsque le vaccin qui est atténué mais qui est encore vivant passe dans plusieurs. Au contraire, quand il n'y a pas de vaccination pour contrer, il n'y a plus de risque d'erreur de copie et de risque de mutation. C'est très important de faire la différence. Et ensuite, pour revenir plus calmement, pour revenir avec la question, il n'y a pas d'antagonisme entre prise en charge précoce et vaccination. La vaccination, comme la présentation il y a plusieurs mois a été faite, c'était une affaire d'avantage sur les bénéfices. On n'a plus de bénéfices d'être dans les 94%, d'accord, qui sont protégés, parce que 80% des cas de COVID seront bénins, mais on ne décide pas qui est-ce qui sera mort ou pas. On ne décide pas. On a un avantage qui vous donne 94% de protection. On a le risque de la maladie et quand on fait la maladie, on ne sait pas si on va la faire de façon bénigne ou bien si on va la faire de façon à aller dans la tombe. Donc, si on donne à quelqu'un un avantage, on choisit 94% de protection, et maintenant, vous pouvez faire le COVID, mais on ne sait pas quel genre de sévérité vous allez faire, alors je vous laisse choisir. Voilà le point que je voulais faire. OK. Et sur ce, on va clôturer. Je vous passe la parole, docteur Delaunay. Merci. Merci beaucoup, Darlene. Merci. Vous mettez de côté mien. En fait, j'ai peut-être un point, une recommandation à faire à tout le monde. C'est de savoir que les mesures de prévention sont essentielles. Et parmi ces mesures de prévention, le style de vie préventif est important, particulièrement pour les personnes à risque, je veux dire les plus de 50 ans. Il faut avoir un style de vie qui puisse vous protéger contre les complications d'un COVID si jamais la COVID, vous êtes contaminé. Et la deuxième recommandation, c'est celle que je fais à tout le monde. Il faut surveiller tous symptômes ou signes de grippe associés ou non avec des symptômes généralement reconnus comme évocateurs de COVID. Qu'il y ait ces symptômes, soit perte de l'odorat, perte du goût, etc., ou pas. Dès qu'il y a un symptôme ou un signe de grippe, je vous recommande, dans le contexte de la pandémie, de commencer immédiatement votre cure d'Asorossi et d'aller voir votre médecin dans le meilleur délai. En fait, je sais que tous les Haïtiens actuellement prennent leur cure d'Asorossi dès qu'il y a quelque chose, parce qu'on ne trouve même plus l'Asorossi facilement sur le marché. Donc, je sais que mes médecins, mes confrères prennent leur Asorossi. Je sais que je consulte les religieux, les jeunes, etc. On prend l'Asorossi dès qu'il y a quelque chose. Alors, je vous recommande de continuer à prendre votre cure d'Asorossi dès qu'il y a un symptôme quelconque de grippe et d'aller voir ensuite votre médecin.
Merci Darlene, c'était ma recommandation. Docteur Joseph, la recommandation. Une minute. Alors, oui. Oui, là, je partage l'opinion du docteur Denis. Vu qu'on est en contexte épidémique, eh bien, tout symptôme respiratoire et parfois même digestif, il y a d'autres formes, et toute fatigue exagérée qui accompagne ces symptômes doit attirer votre attention sur la COVID, et il faut donner un traitement que vous estimez capable d'empêcher le décès du patient, mais à condition que ce traitement n'ait pas d'effet secondaire grave. Et selon le principe hippocratique, traiter mais sans nuire, et non pas pratiquer l'abstention thérapeutique sous prétexte qu'il n'y a pas encore de médicaments antiviraux. Donc, on attend le vaccin. Et c'est la tendance qui a eu lieu, notamment en France et sur certains pays où on a interdit les vaccins, où les médicaments ne sont pas retrouvés sur le marché. Et ça, c'est vrai. Et quand on voit l'histoire des médicaments génériques et les grandes industries pharmaceutiques, on verra, on comprendra tout ça. Allez dans l'histoire des médicaments essentiels. L'OMS est au courant de tout ça, il connaît. L'OMS a fait beaucoup d'efforts en ce sens à un moment donné. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a un antagonisme effectivement dans le cadre de cette pandémie. Voilà. Docteur Pierre, vous avez vos recommandations? Okay. Merci beaucoup. Donc, de toutes les façons, on a beaucoup discuté autour de plusieurs molécules tout au long de cette présentation. Mais vous pouvez constater qu'il n'y a aucune discussion qui a été faite autour de l'oxygénothérapie. Donc, je maintiens que l'oxygénothérapie reste et demeure le traitement principal. Et l'hypoxémie, donc, c'est l'élément qui menace le pronostic vital. Donc, si je dois résumer la prise en charge thérapeutique, l'oxygène est important. Il faut réduire l'inflammation et aussi n'oubliez pas de faire une anticoagulation précoce. Docteur Bonsi, vos recommandations? La recommandation, c'est que le diagnostic, les données de laboratoire font partie d'un système national de surveillance et de riposte à la pandémie. Donc, toutes ces données doivent être transmises au ministère de la Santé, d'une part. D'autre part, les tests de laboratoire ont leurs limites. Donc, il faut savoir quand même ces limites pour pouvoir les interpréter correctement et en faire un usage ciblé. OK. Merci, docteur Bonsi. Est-ce que docteur Pat vient là? Non, j'ai sa diapositive. Okay. Elle l'a lu, mais c'était en 2 phrases. Tout syndrome infectieux ou toute déstabilisation inhabituelle chez un patient doit faire penser à un COVID et faire l'objet d'une prise en charge précoce. La prise en charge domiciliaire et à distance des patients, quand c'est possible, est une modalité très intéressante pour le patient, mais en libéral, ça coûte cher. Merci. Le mot de la fin. Brunel. Merci, Darlene. Donc, je remercie tout l'auditoire, tous nos amis et toutes nos amies qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette conférence, les collègues, les confrères, les consoeurs, les prestataires et les patients aussi, les étudiants qui sont avec nous. Nous disons un gros merci et nous vous promettons une prochaine conférence, je veux dire, nous sommes en octobre, pour le mois prochain, qui sera quelque chose d'extrêmement important et sur le, je puis dire le titre d'Alain, c'est le cancer colorectal. Oui, colorectal avec Dr. Blédé de Boston.
Et en décembre, nous aurons les perturbateurs endocriniens avec Dr. Lionel Charlot et Dr. Woodolph. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous gardons le contact et jusqu'à la prochaine fois. Merci et bonne nuit.